Salut l'explorateur, aujourd'hui on va parler d'animation. Et vu que leur nouveau film Alerte Rouge sort le 11 février sur la plateforme Disney+, j'ai décidé de te parler de cet emblématique studio que tout le monde connaît, celui avec la petite lampe là qui fracasse le i, et on n'en parle pas assez parce que là les i sont quand même vachement démontés. Bien entendu, je vous parle de Pixar. Je vais essayer de brièvement vous parler de l'histoire de Pixar avant de vous faire mon top 5. Parce que Pixar, c'est ultra intéressant. C'est d'abord une division technique informatique d'un grand groupe de cinéma qui a créé une des sagas les plus connues de tous les temps. Je parle bien entendu de LucasArts. Et oui, j'imagine que tu ne le savais pas, mais avant de faire ces magnifiques animations, comme vous pouvez le voir derrière, ou des films, comme vous pouvez voir ça derrière, LucasArts a travaillé sur des aspects techniques, par exemple sur des films comme Star Trek pour LucasArts. Et c'est assez intéressant de voir ça, puisque un jour en 86, il y a un bonhomme qui est arrivé, un certain Steve Jobs, qui est arrivé avec 5 millions de dollars pour acheter Pixar à LucasArts et qui après a donné 5 millions de dollars pour un premier budget à celui-ci. Il faut savoir que malheureusement, ce n'était pas encore un studio d'animation. Non. Pour le moment, le studio faisait plutôt du matériel informatique pour tout ce qui est médical. Par contre, il y avait déjà John Lasseter et du coup, on avait déjà le droit à des petites démos techniques comme celle-ci. Et oui, maintenant tu comprends d'où vient cette lampe qui est juste derrière moi. Oui, Pixar après ça, donc malheureusement, va avoir pas mal de déboires, des mauvaises mentes, des mauvais chiffres, qui vont l'entraîner à devoir se fixer réellement sur de l'animation pure. Et c'est sous l'impulsion d'un certain John Lasseter, et donc John Lasseter, le réalisateur du premier Toy Story, film assez emblématique qui va leur permettre d'avoir une chose ultra importante, c'est un contrat d'exclusivité de 3 films avec Disney, d'où vont sortir Mille et une pattes et Toy Story 2. Après cela, on va avoir donc un contrat qui va devenir de plus en plus important, et surtout en 2006, un rachat historique de 7,6 milliards de dollars par Disney, faisant de Disney l'un des plus gros studios d'animation de l'époque et encore actuellement, puisque vous avez les films de chez Disney et les films de chez Pixar. C'est assez monstrueux quand on y pense. Et pour terminer tout ça, il va y avoir une dernière chose, c'est que Disney, depuis la pandémie, s'est dit « Ouais, mais l'animation, pas besoin au cinéma, on le met directement sur Disney+. » Et c'est quelque chose que je trouve déplorable, et on le voit encore avec Alerte Rouge qui sort directement sur Disney+, mais on a eu droit aussi à Saul et Lucas, qui ont eu exactement la même chose, et c'est extrêmement triste, puisque le dernier film de Pixar qu'on a vu sur grand écran, c'est en avant. Et donc aujourd'hui, je vais te faire le top 5 de ce studio si emblématique de l'animation en images de synthèse tridimensionnelle. Oui, je me la pète un peu, mais en gros, pour t'expliquer, c'est un petit peu comme une cinématique de jeu vidéo. Et on va commencer du coup avec les mentions honorables. Je n'ai pas pu rentrer dans mon top 5 en avant, qui est, comme je vous disais, le dernier film vu au cinéma de Pixar. Et il est important pour moi parce qu'encore une fois, voir un film au cinéma Pixar, c'est une émotion très différente de ce que je peux ressentir dans mon canapé. Même s'ils arrivent quand même bien à faire ressentir les émotions dans tous les cas. Mais c'est vrai qu'au cinéma, on est plus immergé dans l'action. Et ce film-là, même si, il faut être honnête, avec quelques défauts, en tout cas une animation un petit peu plus pauvre que ce que nous a habitué le studio, il avait quand même cette expression d'aller chercher son père, cette idée de paternité qui est magnifique dans un récit d'aventure incroyable. Si vous ne l'avez pas vu, j'ai l'impression qu'il est un peu passé sous les radars. Découvrez ça, c'est vraiment sympathique. Je n'ai pas non plus pu mettre Les Indestructibles. Et je sais que ça va faire grincer des dents. Et j'adore ce film, et pour moi, c'est un des meilleurs films de super-héros tout court. Mais Les Indestructibles, je trouve ça extrêmement sympathique, je trouve ça extrêmement feel-good, mais j'ai du mal à mettre une idée derrière, quelque chose de plus intéressant que juste un bon moment. Et c'est un excellent bon moment, mais j'ai l'impression que le studio est capable de faire tellement mieux, et a en fait fait tellement mieux. Donc je n'ai pas réussi à le mettre. Je n'ai pas non plus réussi à mettre Le Monde de Nemo. Et non, ce film qui est ultra intéressant, c'est de plonger dans le monde aquatique, qui a un peu bercé mon enfance, n'y est pas, pour une chose très simple, c'est que je trouve Le Monde de Nemo un peu surcoté. Je trouve ça agréable, mais vraiment sans plus. Je l'ai vu 2 fois, ça me suffit, j'ai pas envie de retourner dessus. J'aurais pu mettre aussi Le Voyage d'Arlo,
mais je ne l'ai pas vu. Eh oui, 2 fois que je fais cette blague, je suis désolé, je m'arrête là. J'aurais pu mettre Toy Story 3, cette finalité incroyable de la trilogie, maintenant c'est une quadrilogie, mais à l'époque c'était une trilogie Toy Story, qui est ce passage à l'âge adulte, cette transmission vers d'autres personnes, ultra intéressante, hein. Mais non, je n'ai pas réussi. Vous inquiétez pas, il y aura quand même un Toy Story dans le top 5, je vous laisserai découvrir lequel. Et je n'ai pas pu mettre le numéro 6, vice versa, et ça je pense que ça va faire énormément grincer, vous n'allez pas apprécier, je comprends. C'est un super film qui traite des émotions de manière extrêmement intéressante, mais il faut faire des choix, et moi j'ai décidé de ne pas le mettre. Par contre, je vais mettre ce film. Wall-E, sorti en 2008 d'Andrew Stanton, est mon numéro 5. Ce film, hein, donc avec le personnage de Wall-E homonyme, hein, ce petit robot sous chaîne qui est en train d'explorer un monde qu'on peut croire être une planète Terre, on peut y penser, est fasciné par l'arrivée d'un nouveau robot sur cette planète qui vient lui aussi examiner la Terre et examiner les objets qu'a récoltés Wall-E. Voici le pitch de ce film. Et pour moi, ce film est la synthèse parfaite de ce que veut faire Pixar, c'est-à-dire d'avoir des différentes couches de lecture. En effet, il est très chatoyant pour des enfants, hein. Alors que ce soit sur son style visuel, mais aussi sur cette histoire, ça fonctionne très très bien. Et pour les parents, il y a un vrai message derrière. Alors bien entendu, hein, on voit ce message écologique, mais on voit aussi un vrai parti pris de montrer que ce robot, et même ces robots, ont plus d'humanité que les humains. Et ça se voit très bien sur cette image-là, où l'humain n'est plus captivé que par son écran, hein, alors que le robot, lui, regarde par ses yeux. Et oui, il a plus d'émotions, et ça parle aussi bien entendu de la transhumanité, et de plein de choses comme ça, autour de thèmes extrêmement importants de science-fiction. Oui, parce que avant tout, Wall-E est un film de science-fiction. Et dans l'univers Pixar, c'est une rareté, donc il faut le souligner. Et c'est un film de science-fiction qui va nous mettre face à nos contradictions, qui va nous mettre face à vraiment des moments extrêmement difficiles, hein. On voit presque la fin de l'humanité, et c'est tellement actuel avec ce qui est en train de se passer. Tout le monde vous dira que c'est un peu la bombe atomique, mais enfin... Tu ajoutes à ça de vraies prises de risque, comme cette introduction où quasiment aucun mot ne sont prononcés, et tu as vraiment une magie qui opère. Et moi, si on m'avait dit qu'un personnage comme celui-ci pouvait devenir ultra mignon, voilà, qu'on a envie de l'adopter, parce que franchement, mon Wall-E, à la fin du film, j'ai envie de l'adopter. Et bien écoutez, pour moi, c'est un véritable exploit. Et si nous jouions parler quand nous quittions notre chambre? Voici le pitch du premier Toy Story. Bonjour Thibaut, c'est Buzz l'éclair. Est-ce que tu veux être mon ami? Oui, attends un petit peu, Buzz, hein, s'il te plaît. Hein. Donc oui, Toy Story 1 devait obligatoirement faire partie de ce top. C'est un film qui a complètement bercé mon enfance, hein. Vous l'avez compris, c'est sûrement le premier Pixar que j'ai vu. J'hésite toujours entre Toy Story 1 et Toy Story 2, hein, je ne sais pas dans quel sens exactement je les ai vus, mais c'est ce récit initiatique, cette envie simplement folle, un speech et une idée folle qui fonctionne extrêmement bien. Et même actuellement, je trouve que visuellement, il fonctionne magnifiquement bien, alors que c'est le premier film en image tridimensionnelle, hein. Il était obligatoirement là-dedans, je ne pouvais pas faire autrement. Savais-tu que Toy Story était le premier film 100% en images de synthèse? Oui, tout le monde le sait ça, Buzz. Savais-tu que ces Québécois qui aiment bien faire des titres originaux avaient appelé ce film Histoire de jouer? S'il te plaît, Buzz, arrête avec tes anecdotes pourries là. Ils sont tous partis. Alors oui, le film a un petit peu vieilli, mais c'est un immanquable de Pixar. C'est leur premier film et c'est bluffant. Je remercie John Lasseter, même si il n'a pas toujours fait des bonnes choses, plus sur le plan personnel, hein, mais bon, on va pas parler de ça. Et j'étais obligé de mettre Toy Story parce que c'est toute mon enfance. Et comme tout enfant qui a vu Toy Story, oui, moi aussi, sous ma chaussure, j'ai Andy et Gabi. Coco est sorti en 2017 et est réalisé par Adam Molina et Lee Unkrich. Et oui, je ne sais pas si je le prononce bien. Et Coco, ça nous parle d'une famille de cordonniers où la musique est bannie. Malheureusement pour le petit dernier de la fratrie, qui lui veut devenir un musicien comme son grand-père. Et Coco, c'est une bulle visuelle incroyable. C'est d'ailleurs pour moi le film le plus beau qu'a pu faire Pixar, et même
le film le plus beau d'animation que j'ai vu de ma vie. Il retranscrit cette idée de la fête des morts, hein, vous savez, ce rite mexicain qui ressemble un petit peu à la Toussaint, sauf que nous, c'est gris et eux, c'est ultra coloré, d'une manière magnifique. Et il y arrive grâce à cette personnification du monde des morts. Et vous avez des feuillets là où il marche, l'espèce de pont, qui est d'une beauté, c'est incroyable. Surtout quand on voit le traitement qu'a pu avoir des fois la fête des morts. Hein. Oui, oui, je pense à toi, Skyfall. Me regarde pas comme ça, Skyfall. Ne me regarde. Ouais, je préfère ça. Mais le récit est plus important que ça. Il va nous parler de l'émancipation et de cette envie de la famille, c'est très important, mais il faut aussi savoir faire des choses pour nous et pour nous. Et cette idée d'art et de se retrouver autour de l'art à la fin est extrêmement bien écrite, mais aussi faite. Bref, c'est beau, les chansons sont canons, vous allez vous régaler. Si vous n'avez pas vu Coco, foncez voir ça, c'est un immanquable, mais il n'est que numéro 3, et croyez-moi, je ne l'aurais pas dit au début. Et oui, vous l'avez compris, on va parler de Monstres et compagnie, hein. On va parler de Boo, Sully et Bob, deux personnages qui sont des monstres et une intrus qui arrive dans le monde des monstres. Et c'est pour moi le film familial ultime de Pixar encore à ce jour. Je m'explique, parce que pour moi, tout le monde peut regarder ce film. Si vous êtes un enfant, même très jeune, vous allez pouvoir vous attacher à Boo de manière assez importante. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est même pas encore dotée de la parole et que ça va être un point d'ancrage émotionnel assez important dans le film. Si vous êtes adolescent, la relation entre Bob et Sully va fonctionner. Vous allez pouvoir rire, voir leur punchline et passer un excellent moment. Si vous êtes adulte, vous allez pouvoir voir le sous-texte du film sur cette acceptation de l'autre, sur tout ce qui est... montrer que le racisme, c'est pas très bien, c'est simplement dit, mais c'est un vrai film d'acceptation, acceptation de soi, acceptation des autres, et les personnages de Sully et Bob fonctionnent extrêmement bien, et le personnage de Boo vient étayer tout ça. Bref, une petite pépite pour que tout le monde se régale. Alors même si c'est visuellement pas le plus incroyable des Pixar, il a tellement d'autres choses que ça en fait un film fantastique. Et pour aller plus loin, objectivement, si j'étais le plus objectif possible, Monstres et compagnie est sûrement le meilleur film de Pixar. Mais je ne suis 100% pas objectif, c'est forcément des tops extrêmement subjectifs. Et du coup, voici mon numéro 1. Le plus drôle dans le fait que je mette là-haut aussi haut, c'est que je l'ai découvert assez récemment pendant le premier vrai confinement. Une personne dans la boutique. Je veux voir un client, point final. Et là-haut, ça va nous parler de Carl. Carl qui a un rêve, c'est d'arriver à partir avec sa maison, garder sa maison. Tout ce qui est important pour lui, c'est sa maison. Et il va rencontrer un jeune boy scout. Ce boy scout et lui vont vivre une aventure assez extraordinaire. J'avais complètement loupé à sa sortie, hein. Et c'est vrai que je suis complètement tombé amoureux de cette histoire. Cette histoire générationnelle, cette transmission, cette façon de faire. Pour moi, c'est le film le plus cinématographique de Pixar. Déjà, vous avez le droit à une introduction qui est sûrement le meilleur court-métrage que j'ai vu de ma vie. Pourquoi ? Parce qu'en quelques minutes, on va catégoriser le personnage, un des deux personnages principaux du récit. Carl, cet ancien qui a l'air très bougon, on va voir son histoire qu'il a eue avec sa femme et on va comprendre qui il est et pourquoi il est comme ça. Le cinéma, c'est montrer des choses par l'image. Nous n'avons pas besoin de paroles pour tout comprendre. Et ce film l'a extrêmement bien compris. Et va refaire la même chose avec le Boy Scout et la première entrée en scène du Boy Scout. En quelques minutes, on a compris qui étaient les deux protagonistes. Ça marche extrêmement bien et du coup, on s'attache extrêmement fortement au personnage. De plus, c'est quand même extrêmement, je dis extrêmement, de plus, c'est très culotté de mettre une personne âgée comme personnage principal d'un long métrage. Et pourtant, qu'est-ce qu'on tombe amoureux de ce Carl ? Qu'est-ce qu'on a envie d'avoir un papy comme lui ? C'est fou, c'est touchant, ça fonctionne, l'histoire nous emmène dans une aventure vraiment rocambolesque, et là-haut devient gigantesque. Pour moi, c'est un feel-good movie à mort. Là-haut, ça va vous faire pleurer, mais ça va aussi vous faire largement rire. C'est pour moi la quintessence de ce qu'a pu nous apporter ce grand studio qu'est Pixar. Donc si je ne vous ai pas convaincu de le voir, c'est que vous n'avez pas de cœur, hein, ouais, c'est comme ça, je suis très dirigiste. Mais essayez là-haut, c'est grandiose. J'espère que la vidéo t'a plu, explorateur. Moi, c'était pas top. Buzz Lightyear sera beaucoup mieux.
Je te parlais pas à toi, Buzz. Et je terminerai en disant une chose, on a récemment eu les Césars du cinéma en France, qui nous a montré encore la condescendance que pouvait avoir des fois l'industrie ou les cinéphiles par rapport à l'animation. Je vous mets un petit extrait. Un film de long métrage d'animation, c'est un très 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 long film. Mais les remerciements peuvent être courts. On va prendre un peu nos aises ce soir, non? Oui, pas trop. Ah, c'est pas moi. Il faut faire... Là, c'est pas moi, je suis désolé, j'ai rien fait, regardez-moi. C'est pas sympa. Non, c'est pas moi, c'est pas moi. Non, ça c'est pas sympa. C'est pas sympa parce que nous, on n'a pas droit à la meilleure musique et qui a vécu avec quelqu'un qui était plus souvent perché à 8000 qu'à ses côtés. Le cinéma d'animation fait partie de la diversité du cinéma et nous voulons souligner avec Marina Foïs que cette diversité est vraiment cruciale pour l'avenir du cinéma. Et moi je trouve ça extrêmement triste parce que l'animation c'est pas quelque chose de nouveau dans le cinéma, ça fait quasiment depuis le début du cinéma que ça existe, qu'on utilise des techniques de dessin par rapport à ça. Et c'est un art incroyable, c'est une partie intégrante de notre passion à tous. Et je trouve ça dommage qu'on se dise que c'est soit extrêmement réduit à pour les enfants, ce qui n'est pas le cas, et on le voit avec Pixar. Pixar nous permet d'avoir des sous-couches qui sont aussi intéressantes pour les enfants que pour les adultes. Et moi, quand je vois un film comme Soul, je me dis pas que c'est vraiment fait pour des enfants, c'est vraiment fait pour différentes strates, et c'est intéressant. Ça en fait pas forcément toujours des bons films, mais ça en fait des films intéressants pour tout le monde, et même il y a de l'animation qui est plutôt difficile à voir pour des enfants. Donc faites attention déjà à ce que vous montrez à vos enfants et surtout regardez du cinéma d'animation, c'est génial. Je vous dis à la semaine prochaine explorateurs et surtout n'oublie pas.